de mon ordinateur, mais à la maison, la connexion n'est pas toujours très stable, donc je m'en excuse si la qualité du son n'est pas très bonne. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler de ce qu'on peut attendre, en fait, de la suite de ce deuxième confinement, de la reprise de 2021, des risques qu'on a déjà vu se matérialiser ou qu'on attend se matérialiser en 2021, au vu aussi des dernières annonces en termes de gestion de crise sanitaire au niveau mondial. Donc, vous voyez sur le titre, en fait, on attend toujours une reprise en 2021. Ce deuxième confinement ne la met pas en cause, ne la remet pas en cause, mais certes, la retarde. Et on peut dire qu'on peut perdre environ 6 mois de reprise du fait de cette deuxième vague, quand même assez largement pas très bien gérée en Europe, et du fait de la mise en place du vaccin ou du mass testing qui peut nous permettre, en fait, d'ouvrir les économies d'une façon plus durable en 2021 et qui peut nous permettre d'aller vers la fin de la crise sanitaire en 2022. Donc, sur cette slide, en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est principalement la stratégie que nous jugeons susceptible d'être mise en place pour cette crise sanitaire, surtout en 2021. Il manque encore beaucoup de détails du côté des gouvernements, mais ce qu'on a pu voir et entendre de la part des gouvernements qui se sont déjà exprimés sur le sujet, c'est qu'effectivement, on aura un confinement, certes, beaucoup plus ciblé, beaucoup moins dur que ce qu'on a pu vivre en avril, mais sur une plus longue période que juste 4 semaines. Donc, on le voit bien en France, même en Belgique, 4 semaines, c'était le minimum qu'on aurait eu. Et là, on voit bien qu'en fait, on est plutôt sur du 6 semaines avec un risque d'avoir des restrictions sanitaires encore élevées au mois de janvier après les fêtes de fin d'année. C'est un petit peu la même situation aux États-Unis, même si le calendrier électoral fait que des restrictions tardent à être mises en place, mais on attend effectivement aussi des restrictions beaucoup plus fortes à l'avenir, surtout après Thanksgiving, surtout après Noël et les fêtes de fin d'année, avec un pic des mesures de restriction au mois de janvier. L'Asie semble plus maîtrisée, même si on voit des débuts de troisième vague aussi en Asie et probablement on aura aussi une deuxième vague en Amérique latine et en Afrique. Donc, ça veut dire qu'au début de 2021, on aura un déconfinement beaucoup plus graduel. C'est ce qu'on a compris de la part des gouvernements. C'est ce qu'on a appris de nos erreurs de l'été. C'est que si on déconfine beaucoup plus vite, et surtout depuis l'été, on a eu des rapports qui nous montrent en fait la taille du déconfinement nécessaire pour tenir une épidémie sous contrôle. Et on a bien compris que ce déconfinement, ce deuxième déconfinement sera plus graduel, notamment en ce qui concerne les services les plus, si vous voulez, exposés à la crise sanitaire. Et là, on parle de la restauration, de l'hôtellerie, de certains secteurs du loisir. Donc, clairement, un déconfinement qui va s'étaler, selon nous, sur tout le premier trimestre, avec un déconfinement beaucoup plus ample autour des fêtes de Pâques, donc plutôt au mois de fin mars, avril, puisque d'ici là, on estime aussi que la vaccination, la campagne de vaccination des personnes à risque sera déjà commencée. On aura beaucoup plus de recul en tant que gouvernement pour savoir exactement quand est-ce qu'elle prendra fin. Vous allez voir sur les slides d'après, nous on estime plutôt une fin de la campagne de vaccination des personnes à risque, des personnes vulnérables d'ici la mi-2021, donc d'ici juin et l'été 2021. Mais clairement, il y a encore des challenges quant à l'implémentation de cette campagne de vaccination. Et on sait très bien que ce n'est pas juste en vaccinant 20 à 40% de la population qu'on pourra enlever toutes les restrictions sanitaires. Donc, il va falloir vivre avec des restrictions plus longtemps, le temps qu'on puisse mettre en place aussi la fameuse stratégie de track and trace and isolate, qui pour l'instant n'a pas donné des vrais effets en Europe, même si elle marche très bien en Asie, et surtout la vaccination rapide pour pouvoir permettre justement le flux de personnes entre les pays et entre les continents. Donc, on pense qu'effectivement, la relaxation, si vous voulez, des mesures sanitaires et la confiance viendra plutôt en deuxième moitié de l'année prochaine, puisqu'à ce moment-là, une fois que la campagne de vaccination des personnes vulnérables, une fois qu'on aura effectivement mis en place ce track and trace and isolate et qu'on aura aussi une capacité beaucoup plus forte pour tester rapidement, à ce moment-là, on pourra graduellement sortir de cette crise sanitaire. Je vous rappelle aussi que l'OMS attend également une fin de cette crise sanitaire plutôt en 2022.
début 2022. Est-ce que c'est possible de se mettre en mute pour ceux qui ne parlent pas parce que j'ai un écho et je pense que tout le monde a. Merci. Et donc, c'est important de parler de ce calendrier et c'est important aussi de comprendre ce qui se passera en termes de croissance. Comme d'autres économistes, nous aussi, on a mis à jour l'impact de ce deuxième confinement. Vous voyez sur le tableau, le coût économique du mois de novembre par rapport au coût d'avril, il est bien évidemment moins élevé. Donc, on est en Belgique à environ 50% de ce qu'on a pu vivre au mois d'avril. En Belgique, il y a eu quand même un confinement, deuxième confinement plus strict que dans d'autres pays européens. Donc, vous voyez, au Royaume-Uni, 35%, aux États-Unis, on estime à 30%. Et évidemment, France, Italie, Belgique se sortent du lot avec un confinement quand même plus strict au vu de la crise sanitaire qui était aussi plus forte. Donc, au total, on attend au quatrième trimestre une contraction de 5% en glissement trimestriel du PIB belge, avec une reprise au premier trimestre de 1,5 à 2. Évidemment, cette reprise sera plus forte si le déconfinement sera plus rapide, mais en même temps, avec les risques d'une troisième vague et d'un troisième confinement, si ce déconfinement plus rapide que ce qu'on nous on l'attend et ce qu'on a compris que ce soit la stratégie du gouvernement, avec un risque de ce troisième vague qui, évidemment, pèsera d'ici l'été 2021 sur les prochains trimestres. Donc, pour l'instant, nous, on attend plutôt un profil graduel de reprise, puisqu'il y a un déconfinement qui est très ciblé et très lent, mais on peut être évidemment négativement surpris. Donc, au total, l'année prochaine, on attend une croissance qui peut aller jusqu'à 3%, et tout dépendra, à mon avis, des effets de confiance d'un côté, bien évidemment, que ce soit les ménages ou les entreprises, mais aussi des mesures de relance. On vient d'apprendre par le gouvernement qu'on va implémenter plus de 4% du PIB sur les 2 à 3 ans à venir, mais pour l'instant, les détails sont assez faibles et surtout, on connaît très bien le risque d'implémentation en Belgique vu la faible majorité du gouvernement. Donc, avant de rentrer dans plus de détails du côté de la confiance des ménages, des entreprises et aussi dans un scénario alternatif, parce que je pense que vous pouvez être intéressé aussi non seulement par notre scénario central, mais aussi par le scénario alternatif, je voulais vous montrer un petit peu nos analyses en termes de campagne de vaccination. C'est vrai que les annonces d'avoir 2 vaccins qui sont très efficaces à premier regard et assez vite implémentables, entre guillemets, ont été positives, mais en même temps, il faut prendre en compte les risques de cette campagne de vaccination, puisqu'on peut avoir des problèmes du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Et dans ce graphique, vous voyez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus vulnérables à la crise sanitaire et donc beaucoup plus amènent à devoir implémenter plus vite cette campagne de vaccination du fait de la structure de la population, du fait de la part de la population au-delà de 65 ans, mais aussi la part de la population qui souffre des comorbidités. Et vous voyez que la Belgique se détache avec une part assez élevée, mais bien sûr aux côtés de la France aussi, ou du Royaume-Uni ou des États-Unis. Mais ça veut dire que, bon, ici, il faut regarder le côté offre et le côté demande. Et le côté offre, normalement, on ne devrait pas avoir un problème de production et ni un problème si vous voulez, d'ordre ou de commande de la part du gouvernement. On a aujourd'hui au niveau mondial à peu près 38% de la population qui pourrait être vaccinée avec les commandes qui ont été faites partout dans le monde. 38%, c'est un petit peu l'équivalent en moyenne au niveau mondial de cette population à risque, que ce soit les personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes avec des comorbidités ou alors les personnes qui sont dans le milieu hospitalier. Par contre, évidemment, on a aussi la question de la distribution. Est-ce que si on n'a pas un problème de production, est-ce qu'on peut avoir un problème de distribution? Et là, en fait, on a regardé plusieurs indicateurs pour voir si on a la force du travail nécessaire pour pouvoir implémenter les vaccins rapidement. Parce qu'on sait très bien que le seul geste de vacciner quelqu'un prend entre 2 à 4 minutes. Et donc, on a regardé un petit peu qui peut être le pays qui pourra implémenter le plus vite les vaccins nécessaires pour sa population vulnérable. Et on voit, la bonne nouvelle, c'est qu'en Belgique, on est plutôt du bon côté, aux côtés des États-Unis ou de l'Allemagne, ou bien des Nordiques. Même la France montre quand même une plus forte capacité que le Royaume-Uni, par exemple, ou l'Espagne et l'Italie,
à poursuivre cette campagne de vaccination plus rapidement, grâce au fait qu'il peut y avoir moins de problèmes de distribution à cause notamment de la force du travail qui est là pour pouvoir faire ces vaccins. Mais on peut avoir évidemment un problème de demande, puisqu'on sait très bien que les vaccins en général suscitent des questionnements. Aujourd'hui, le vaccin contre la grippe, on a quand même seulement en dessous de 50% des personnes qui sont âgées de 65 ans plus qui se vaccinent. Donc, on peut aussi avoir un problème de demande et de confiance avec le vaccin contre la COVID-19. Et vous voyez ici, sur le graphique du milieu, que la Belgique est quelque part entre les deux, mais plutôt du côté des sceptiques, où on a un petit peu plus que 60% de la population qui fait confiance à cette nouvelle campagne de vaccination. Donc, certes, c'est mieux que ce qu'on peut voir en Autriche ou en France, mais c'est moins bien que ce qu'on peut voir au Royaume-Uni, aux États-Unis ou même dans les pays du sud de l'Europe. Donc, clairement, on peut avoir un problème de confiance, surtout s'il y a une certaine défiance envers la façon où le gouvernement a géré cette crise sanitaire. Et vous le voyez sur le graphique, par exemple en France, ça a l'air d'être un potentiel problème dans le futur. Et évidemment, c'est important de parler de la demande, puisque le succès de cette campagne de vaccination sera aussi le seuil de vaccination de la population. Sans parler évidemment des surprises négatives qu'on peut avoir sur la durée de l'immunité. On commence à avoir des rapports qui nous disent que la durée de l'immunité, elle sera de seulement 3 mois, sans parler de risques de mutation et autres risques possibles qui peuvent rendre ce vaccin un petit peu moins efficace, voire pas du tout efficace. Et clairement, ici, vous voyez bien les courbes, pour que ça soit assez efficace au bout de 26 semaines, il faudrait avoir cette immunité collective qui est estimée à environ 80% en fait en réalité. Et clairement, dans ce sens-là, on voit aussi les recommandations de l'OMS en termes de campagne de vaccination. Et on voit bien qu'il y a plusieurs stades. Et aujourd'hui, la Belgique, comme la plupart des pays européens, suivent un petit peu ces recommandations avec, vous voyez, par type de priorité de la population à risque qui devrait être vaccinée. Donc, clairement, en fait, un scénario plus optimiste serait un scénario où on n'a pas de surprise négative, ni d'un point de vue efficacité du vaccin, ni d'un point de vue demande. On arrive à gérer la distribution comme il faut et on arrive évidemment à voir cette campagne de vaccination de masse qui commence à la mi-2021. Et si cela arrive, évidemment, on peut déconfiner, entre guillemets, ou relaxer les contraintes sanitaires beaucoup plus vite et imaginer aussi beaucoup plus de reprise dans des secteurs qui sont aujourd'hui très sinistrés comme tout ce qui est tourisme, tout ce qui est hôtellerie, même restauration. Donc clairement, en fait, il va falloir suivre en fait et mettre en place un monitoring de très près en 2021, d'un côté de cette vaccination de la population vulnérable et de l'autre côté aussi de la probabilité d'avoir un début de la campagne de masse pour évidemment pouvoir réduire à zéro si vous voulez, les contraintes sanitaires à la fin de l'année. Et dans tout ça, évidemment, la confiance est importante non seulement pour la campagne de vaccination, mais aussi pour, si vous voulez, le potentiel de rebond de l'économie post-confinement. On sait très bien qu'évidemment, pendant le confinement ou pendant une période de restrictions sanitaires très fortes, les secteurs qui souffrent le plus, ce sont les secteurs qui sont les plus exposés aux restrictions, que ce soit le textile, que ce soit tout ce qui est dépenses en transport, tout ce qui est dépenses en loisirs, tout ce qui est restauration, hôtellerie. Tout ça, évidemment, il y a une part dans la consommation des ménages. On voit qu'en Belgique, on est plutôt à 37%, donc une part qui est clairement moins importante qu'en Espagne et en Italie, où on est au-delà de 40%. Mais clairement, c'est une part qui est beaucoup plus élevée dans les pays de l'Europe de l'Ouest que dans les pays de l'Europe de l'Est, voire dans les pays émergents. Donc, on est beaucoup plus dépendant du rebond de ces secteurs pour une reprise soutenable. Et là, quand on regarde les indicateurs de confiance, bon, évidemment, on voit qu'on a des ménages qui sont plus inquiets quand il s'agit du taux de chômage. Donc, ça, c'est la courbe pour la Belgique où vous voyez effectivement que les craintes d'un chômage qui monte dans les 12 prochains mois
sont aussi hauts qu'ils étaient pendant la crise de 2008-2009. Et c'est normal, puisque les ménages savent qu'aujourd'hui, si le chômage n'augmente pas, c'est grâce au fait que les gouvernements mettent en place des schémas de chômage partiel très généreux, mais ils ont peur qu'en fait, la gestion de ces dispositifs étatiques soit enlevée prématurément et donc finalement qu'ils vont perdre leurs emplois. Et avec ça, évidemment, leur volonté d'augmenter leur épargne de précaution surtout, vous voyez aussi, c'est plus haut que ce qu'elle était en 2009, c'est le graphique du milieu pour la Belgique. Et donc, dans tout ça, évidemment, les effets de confiance sont très importants pour, en fait, justement, débloquer une partie de cet excès d'épargne. Et nous, on a calculé sur la base d'un retour de confiance relativement modéré, mais un retour à la confiance à la mi-année 2021, on a calculé à peu près 6 milliards qui pourront être débloqués en consommation additionnelle en Belgique en 2021, grâce au fait qu'on aura, si vous voulez, des avancées positives sur la gestion de cette sortie de la crise sanitaire. Et donc ça, pour la Belgique, en termes de croissance, ça peut vouloir dire 1,4 points pour 2021. Donc clairement, conditionné par le succès de cette campagne de vaccination et de la maîtrise de la troisième vague. Et avec les ménages, évidemment, et avec leur volonté de consommer, il y a aussi l'environnement assez stable d'un point de vue taux d'intérêt, d'un point de vue liquidité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la liquidité est au plus haut, mais on a bien vu sur les derniers mois que la vélocité de la monnaie n'a pas arrêté de baisser. Donc, on a effectivement un problème de confiance. La politique monétaire n'est pas 100% efficace à cause de ce problème de confiance, que ce soit les entreprises qui n'ont pas vraiment investi et qui sont dans cette période d'attentisme pour la sortie de la crise sanitaire, ou les ménages qui, comme on a vu, sont plutôt en train d'épargner par précaution. Et dans ce scénario, évidemment, la politique monétaire va rester accommodante, même si la reprise en 2021 peut s'avérer plus forte qu'attendue. Donc, on attend pour la BCE 500 milliards d'euros de plus annoncés la semaine prochaine en termes de rachat d'obligations souveraines, mais aussi corporate. Et évidemment, avec une politique de taux très bas à long terme. Donc, on n'attend pas la BCE d'agir avant 2024 sur ces taux directeurs. La surprise peut venir des États-Unis, où effectivement, aux États-Unis, on peut avoir une implémentation du stimulus budgétaire rapide en 2021, une fois que le contexte politique va s'améliorer. Et dans un contexte de plan de relance assez fort et d'une banque fédérale très accommodante, on peut s'attendre à une croissance beaucoup plus forte en deuxième moitié de 2021 et surtout 2022, avec une inflation au-dessus de 2%, qui peut, en fait, si vous voulez, mettre la Fed dans une optique de début de normalisation avec une baisse progressive de sa taille du bilan à partir du mi-2022 et une première hausse du taux directeur à partir de l'automne 2023. C'est pour ça qu'on attend la BCE suivre la Fed progressivement, mais seulement en 2024. Donc, on est effectivement dans un environnement de taux encore très bas pour plus longtemps, mais ce qui est une bonne nouvelle, si vous voulez, pour les conditions de financement, que ce soit pour les prêts immobiliers, pour les prêts à la consommation, mais également pour les prêts, et beaucoup plus important, pour les prêts aux entreprises. Et dans cet environnement, l'investissement est clé pour comprendre à quel point la reprise peut être forte. Évidemment, l'investissement des entreprises dépendra de la fin et de la gestion de la crise sanitaire, mais aussi des effets de confiance des ménages. Si les entreprises vont voir des signes de demande assez forts, évidemment, ils vont commencer à se mettre à niveau en termes de production pour pouvoir assurer la demande. Donc, on n'attend pas forcément, si vous voulez, des contraintes sur l'offre. On n'attend pas vraiment en 2021 des pressions à la hausse sur les prix. Mais évidemment, si la reprise s'avère plus forte que prévu, il va falloir un accompagnement encore des dispositifs étatiques pour éviter en fait qu'on ait des problèmes de financement des stocks, par exemple, ou qu'on ait ce qu'on peut appeler supply bottlenecks qui peuvent en fait, in fine, finir par une inflation beaucoup plus forte. Et là, c'était juste pour vous illustrer à quel point le choc a été fort déjà en première moitié 2020, malgré les dispositifs étatiques. On a eu des entreprises qui ont beaucoup perdu en termes de marge et de profitabilité.
malgré les subventions qu'on a pu voir, il y a eu quand même une augmentation des taxes sur la production. Le même problème qu'on a vu en France, on l'a vu en Belgique. Et donc, on a vu, si vous voulez, on a vu des problèmes sur la trésorerie des entreprises. Même si en Belgique, ces problèmes étaient de moindre mesure que la France. Mais clairement, ça montre à quel point les entreprises sont dépendantes des dispositifs étatiques pour éviter la défaillance et l'insolvabilité. Et c'est pour ça qu'on pense que ça serait beaucoup trop prématuré d'enlever, par exemple, les prêts garantis État avant mi-2021 et même à la mi-2021, ça peut être très tôt. Et surtout, la question du décalage de ces paiements d'impôts ou de charges qui viendra en 2021 se posera de plus en plus puisque ce sont des entreprises, surtout dans les secteurs les plus touchés par les restrictions sanitaires, qui n'auront pas retrouvé les pertes en termes de chiffre d'affaires par rapport au niveau pré-crise. Et donc, du coup, on peut se poser la question, une question légitime sur une potentielle crise de la trésorerie, mais Maxime va vous détailler ça plus tard. Et clairement, dans ce contexte, on voit que, évidemment, un trimestre de restrictions très fortes, voire un confinement, peut coûter jusqu'à 2% du PIB. Et à ceci se rajoute évidemment la relance. Et les plans de relance ont été étalés depuis l'été 2020, que ce soit en France, en Allemagne, on a eu 4% du PIB dans les deux pays. L'Italie et l'Espagne ont suivi beaucoup plus tard. Et enfin, la Belgique, on vient d'entendre que le gouvernement planifie aussi un plan de relance plutôt offre, donc plutôt impact à moyen terme, mais d'une taille assez considérable, au-delà de 4% du PIB. Clairement, c'est une nouvelle positive, puisqu'avec un multiplicateur de 0,5, on peut s'attendre sur 2 à 3 ans au moins à 2 points de croissance. Mais encore une fois, puisqu'en fait, il s'agit de mesures d'offres qui sont évidemment beaucoup moins efficaces à produire de la croissance que les mesures de demande, que ce soit la baisse de la TVA, que ce soit la baisse des taux d'imposition des ménages, ou bien que ce soit des plans d'infrastructure massive, même si le gouvernement en a annoncé quelques-uns, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant de générer de la croissance. Et donc, évidemment, dans ce contexte, on attend une divergence entre les secteurs. On a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, puisqu'ils ont été aidés pendant la crise, pendant la première vague et en sortie de crise, et qui continuent à être aidés, comme le manufacturier ou la construction, et les services. Là, d'un autre côté, les services qui, eux, resteront impactés par cette crise sanitaire à plus long terme. Et si on parle vraiment du manufacturier et des biens, on voit qu'en fait, au niveau mondial, tout simplement le commerce mondial en volume est revenu au niveau pré-crise en octobre 2020. C'était beaucoup plus tôt que ce qu'on attendait, puisque nous, on attendait plutôt en début de 2021. Donc, on a une reprise qui est plus forte que ce qu'on attendait. Évidemment, on verra la Chine joue un rôle important dans la force de cette reprise. Mais ça veut aussi dire qu'on aura une divergence qui est croissante, puisque d'un côté, les biens vont rester sur une tendance de reprise, même si elle va se tasser progressivement, et de l'autre côté, les services qui sont encore très dépendants de la crise sanitaire, avec par exemple tout ce qui est transport ou tourisme, pas au retour au niveau pré-crise avant la deuxième moitié de 2022. Donc, on aura encore cette divergence entre les trois secteurs. Et donc, je vais vous parler de la Chine qui, elle est en train de gagner de la part de marché beaucoup plus que pendant d'autres épisodes de crise ou des années un peu compliquées. Donc, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, la Chine est à un niveau record de part de marché au niveau mondial, à peu près 25%. Certes, la crise sanitaire les aide en quelque sorte, puisque si on regarde par secteur, on a tout ce qui est équipement médical, mais on a aussi tout ce qui est produits électroniques, on a aussi tout ce qui est produits liés au cycle de la construction, tout ce qui est décoration, tout ce qui est rénovation, travaux de rénovation. Donc clairement, on est dans un contexte où la Chine se rattrape aussi, non seulement parce qu'elle est sortie la première de cette crise sanitaire, mais aussi parce qu'elle bénéficie de sa spécialisation dans les biens les plus demandés pendant la crise sanitaire. Et quand on regarde par rapport au pays, c'est intéressant aussi de voir que finalement la Chine gagne des parts de marché avec l'Europe et l'Asie, mais pas forcément avec les États-Unis.
Et particulièrement avec la Belgique, c'est aussi intéressant de voir qu'ils arrivent à maintenir une part de marché assez stable avec la Chine, alors que cette part de marché baisse quand il s'agit du Japon ou alors des pays de l'Europe du Nord, l'Allemagne et la France. Donc clairement, c'est une bonne nouvelle finalement pour les exportations belges que la Chine reprend, même si l'exposition de la Belgique par rapport à la Chine elle est moindre que l'Allemagne par exemple, mais ça reste dans les top 10 des marchés à l'exportation les plus importants de la Belgique. Mais d'un côté, on a cette nouvelle positive qui est la Chine, et de l'autre côté, on a le Brexit qui tarde d'être résolu. Ce matin encore, on entendait que les parties prenantes aux négociations, le Royaume-Uni et l'Europe, sont prêts à continuer à négocier pendant les 10 prochains jours, pratiquement jusqu'au deadline qui est la dernière session plénière du Parlement européen, le 14 décembre, si les négociations vont dans une bonne voie. Donc évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, les négociations n'avancent pas à cause du problème de la pêche et du partage du gâteau, si vous voulez. Pour l'instant, les Européens ne sont pas prêts à donner au-delà de 20% des revenus, mais je pense qu'ils vont devoir débloquer cette situation cette semaine. Probablement, ils vont proposer 40% et ça va aller dans la bonne direction. Mais en tout cas, on peut être encore dans cette période d'incertitude pour encore 2 semaines. En tout cas, nous, vous voyez sur les probabilités, on donne encore 55% pour une sortie ordonnée, qu'elle soit tout de suite à la fin de l'année ou qu'elle soit retardée parce qu'on a pris du retard dans la mise en place des contrôles à la douane. Ça reste à voir, ça va être une décision des deux côtés. Avec une crise sanitaire qui est toujours là, c'est encore plus probable que ça se passe un petit peu plus tard. Mais si on serait dans une sortie désordonnée, ce hard Brexit, pour lequel on donne 45% de probabilité, vous voyez ici les secteurs qui vont enregistrer la hausse la plus forte de leur coût à l'importation, puisque d'un côté, il y a les barrières tarifaires, mais qui ne sont pas très importantes puisqu'ils ont renégocié leur statut à l'OMC, ils ont baissé leur tarif global pour pouvoir être plus compétitifs après la sortie, mais surtout de la dépréciation de la livre, puisqu'on aura quand même un choc financier, et surtout de ces barrières non tarifaires, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les déclarations à la douane ne sont pas très bien avancées, et donc on peut s'imaginer 3 à 6 mois de disruption sur le transport de biens, sur le coût de ce transport de biens. On le voit déjà aujourd'hui avec les préparatifs pour éviter d'avoir cette disruption sur la chaîne de valeur. Les entreprises anglaises importent de plus en plus et constituent des stocks de précaution, et donc on voit que les coûts logistiques ont augmenté d'environ 20%. Donc vous voyez ici les top 10 des produits les plus impactés, et pour la Belgique, particulièrement les secteurs qui risquent de perdre le plus en termes d'exportation si le scénario d'une sortie dure se matérialise. Donc environ 3,1 milliards d'euros partagés, comme vous voyez, sur tout ce qui est équipement du transport, la chimie, le plastique, les minéraux ou encore les textiles. Donc au total, évidemment, crise sanitaire, qui dit crise sanitaire dit aussi tension politique ou sociale. Et je pense que c'est important de garder en tête qu'on évolue et on va évoluer encore dans un environnement de risque politique encore élevé en 2021. On a eu les élections américaines, comme vous voyez, on a eu le scénario qu'on attendait, dans le sens où on a eu une victoire démocrate, mais en même temps, on voit bien qu'en fait, cette victoire est compliquée, elle a été contestée comme attendu, et surtout, on a encore des risques quant à l'implémentation de ces relances budgétaires. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'économie américaine ralentit. Il y a cette impasse sur l'implémentation des transferts sociaux, évidemment avec les coûts qu'on verra sur la croissance du 4e trimestre, mais aussi du début 2021. Et on voit aussi que tout dépendra de cette politique extérieure du nouveau président. Quant à la Chine, on n'attend pas forcément que ça s'intensifie plus, mais on attend toujours cette guerre technologique en place, et puis peut-être un début de négociation sur un accord de libre-échange type TPP, le Trans-Pacifique, mais pour l'instant, on ne peut pas se dire que 2021 sera l'année d'un game changer du niveau du côté trade et protectionnisme. Donc plutôt après la crise sanitaire 2022-2023. On a le Brexit et on a aussi beaucoup d'élections aussi au Brésil ou dans des pays africains, ou alors
dans des pays asiatiques, mais aussi en Europe. Clairement, des élections clés comme l'élection allemande, comme l'élection hollandaise en 2021, mais aussi le début de la campagne électorale en France pour les élections en 2022, les élections italiennes et espagnoles en 2023, avec des gouvernements qui sont déjà minoritaires. Donc clairement, en fait, on évolue dans un environnement où le risque social et politique restera élevé et va en fait influer sur la façon dans laquelle le gouvernement va gérer cette sortie de crise et les types de mesures. Évidemment, avec une attention particulière sur le pouvoir d'achat des ménages et des prochains électeurs. Et pour le risque social en particulier, puisqu'on sait que tout d'abord, c'est une crise sanitaire, mais en deuxième plan, c'est aussi une crise sociale, une crise des inégalités. Et on a en fait construit un indicateur propriétaire chez l'RMS en regardant plusieurs indicateurs pour voir à quel point en fait on a un risque social structurellement élevé ou à quel point tendanciel ce risque social a augmenté dernièrement. Et vous voyez qu'en Belgique, en fait, on est à un niveau assez modéré dans l'ensemble du risque social, mais qui augmente. Donc, on est sur une tendance plutôt d'augmentation et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre en sortie de crise sanitaire. Et surtout, c'est quelque chose qui aura un impact aussi sur la façon dans laquelle le gouvernement mettra en place des mesures de soutien entre les entreprises et encore une fois les ménages ou le consommateur. On voit sur le graphique que depuis la crise de 2009, les entreprises ont été beaucoup aidées en termes d'imposition, même si en Belgique comme en France, il y a encore de la marge de manœuvre en termes de compétitivité, tout ce qui est poids de fiscalité des entreprises reste assez élevé, comme le poids de la fiscalité sur le travail. Mais clairement, on voit qu'il y a cette divergence entre le consommateur et l'entreprise en termes de taux d'imposition. Donc, il y a de la marge de manœuvre pour faire un petit peu plus de redistribution et garder ce risque social sous contrôle sur les années à venir. Et donc, enfin, je vais vous parler du scénario de base que vous voyez sur la première case, une reprise qui est un U, qui peut s'avérer un V si vraiment la campagne de vaccination est sans problème et beaucoup plus rapide qu'attendu, mais en tout cas qui est retardée par cette deuxième vague et ce deuxième confinement. Donc, au niveau mondial, on attend une reprise de 4,4% en 2021, après moins 4,5% en 2020, 3 fois pire que la récession de 2009, avec une reprise évidemment forte en Chine, puisque tous les indicateurs restent, tous les voyants restent au vert, une reprise qui prendra plus de vigueur aux États-Unis à partir du deuxième trimestre du 2021, ainsi qu'en Europe, avec un Royaume-Uni qui est clairement en retard à cause du Brexit et de l'implémentation de ces contrôles à la douane. Mais on a aussi un scénario de crise à 30% de probabilité où on peut assister à des politiques de gestion de la crise sanitaire, des politiques une gestion économique pas optimale, dans le sens où on retire trop vite l'aide et la perfusion sur laquelle le secteur privé est aujourd'hui grâce aux aides étatiques. Et avec ça, évidemment, le risque d'inefficacité, si vous voulez, de la politique monétaire, un risque bancaire qui peut se matérialiser et dans l'ensemble, une crise de solvabilité et de liquidité. Et dans ce scénario, vous voyez un petit peu nos attentes, mais on est sur une deuxième année de récession en 2021, certes moins forte que 2020, mais qui est quand même généralisée dans l'ensemble des pays avancés, avec une Chine qui est au bord de la récession avec une croissance à 1,5. Je vais laisser maintenant la parole à Maxime. Pour ce grand tour d'horizon de la situation économique et des incertitudes que l'on a à la fois sanitaires et économiques à court et moyen terme. Dans ce contexte, ce qui se passe aujourd'hui côté défaillance d'entreprise, c'était un des deux sujets du webinaire, c'est que depuis le début de l'année, enfin et plus précisément depuis l'apparition de cette pandémie, les faillites d'entreprises, vous le savez, sont en baisse massive. Vous avez sur ces deux graphiques deux façons d'illustrer l'ampleur de la baisse depuis le mois d'avril, avec mois par mois et en cumulé depuis le début de l'année, ce qui se passe plus particulièrement en Belgique. Ce qui est certain, c'est qu'avec des mois en baisse à moins 10, moins 20, moins 30, moins 50 et plus
par rapport à l'année dernière. On est à fin octobre, qui est le dernier chiffre disponible concernant les défaillances d'entreprises en Belgique. Parce que vous avez la chance en Belgique d'avoir des statistiques assez rapidement. C'est qu'on est sur un chiffrage d'un peu plus de 6100 entreprises défaillantes. C'est une baisse massive. Comme je disais, c'est un repli de moins 31% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite aussi, où la courbe en rouge représente l'évolution au mois par mois en cumul depuis le début de chaque année, où on se situe par rapport donc aux années précédentes. Et vous voyez l'année 2020 qui est en rouge, qui est vraiment très en deçà, donc moins 31% en deçà de toutes les autres courbes qui représentent les années précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce rythme, la Belgique devrait terminer l'année avec, bon an mal an, 7300 défaillances d'entreprises. C'est tout simplement, ou ça serait tout simplement à plus bas depuis quasiment 20 ans. Et cette baisse de 31%, par rapport à l'année dernière, ça serait tout simplement aussi une baisse annuelle historique, puisque même au pire des évolutions passées, c'était en 1998, on n'avait pas vu de repli annuel des défaillances d'entreprises qui excédait 11%, en l'occurrence en 1998. Donc, baisse massive, et puis aussi baisse généralisée à tous les secteurs, à toutes les tailles d'entreprise, à toutes les régions belges, premièrement, et puis deuxièmement, baisse généralisée massive à deux chiffres, souvent entre moins 10, moins 20, moins 40, voire plus %. Donc même si au total, on garde la même répartition des défaillances, quand on regarde par secteur ou par taille de chiffre d'affaires, on a toujours le commerce, l'hôtellerie-restauration, la construction qui sont les gros pourvoyeurs des défaillances d'entreprises en Belgique. On a toujours, on va dire, plus de 90%, plus de 9 entreprises sur 10 défaillantes, qui est une entreprise de relativement petite taille avec moins de salariés. On n'a pas de changement majeur dans la structure des défaillances d'entreprise, mais on a vraiment cette baisse, encore une fois, massive, généralisée, avec vraiment pas ou très peu d'exceptions, à part le secteur de l'éducation, mais c'est vraiment des tout petits chiffres et ce n'est pas forcément très révélateur. Et à part, de façon peut-être un peu plus représentative, ce qui se passe au niveau des très grandes entreprises, puisque on regarde des chiffres fournis par StatBel à fin octobre, on est sur une douzaine d'entreprises de plus de 100 salariés qui auraient déposé le bilan, contre un peu plus de 8 l'année dernière à la même période. On est sur des petits chiffres, mais c'est juste histoire de montrer l'exception. Elle est intéressante parce que c'est aussi ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. En tout cas, tout ça prouve cette baisse à la fois massive, généralisée. Tout cela prouve le caractère totalement atypique de la situation, puisque c'est le slide d'après, vous le savez bien, nous sommes dans une situation atypique et car paradoxale. Généralement, une baisse de PIB de 1 point au niveau européen, historiquement, on a vu que c'était relié ou que cela amenait à une hausse des défaillances compris entre 5 à 10 points. Et puis, généralement aussi, il faut un minimum de croissance pour juste stabiliser le niveau des défaillances d'entreprise. C'est un peu comme l'emploi, il faut un minimum de croissance pour que les choses soient stables. Et donc là, avec une baisse historique du PIB, comme l'a indiqué Anna juste avant, on aurait naturellement attendu une envolée tout aussi historique des défaillances, toutes choses égales par ailleurs. Mais voilà, justement, on n'est pas toutes choses égales par ailleurs. Fort de l'expérience de la crise de 2008-2009, vu le caractère inédit, vu l'ampleur de la crise, les gouvernements ont agi à la fois très vite, très fort, et très souvent avec deux types de mesures au niveau des procédures judiciaires, d'un côté, en procédant d'une part à des gels ou à des ajustements des procédures judiciaires collectives qui existent, et en même temps à des mesures de soutien aux entreprises pour traiter à la fois le choc de liquidité et à la fois le choc de profitabilité. Donc, on n'est pas dans un cadre normal, vous le savez bien. Si je regarde plus précisément ce qui s'est fait sur la Belgique, c'est tout ce qui tourne autour de l'accès facilité au chômage temporaire, tout ce qui est le droit passerelle pour les indépendants, tout ce qui est les prêts bancaires garantis fédéraux, et c'est aussi tout le soutien régional aux différentes entreprises affectées. Donc, on n'est pas dans un cadre général en Belgique comme ailleurs en Europe. C'est ce que vous pouvez voir sur le tableau à droite, qui est une sorte de check, on va dire, plus check de la situation des défaillances d'entreprises dans les grands pays européens. Et vous pouvez voir très rapidement que la quasi-intégralité des secteurs des pays européens présente aussi, comme la Belgique, cette chute massive, généralisée des défaillances d'entreprises, avec là aussi des replis à deux chiffres qui sont importants dans la plupart des pays, avec uniquement quelques rares pays qui font exception, comme l'Espagne
ou les Landes, et encore une fois, uniquement sur la toute fin de période. On rejoint là, très clairement, on a là, l'effet massif qu'Anna a évoqué, des mesures de soutien à la fois économique, mais aussi monétaire, avec ce bazooka financier qui a été mis en place au niveau européen, qui a aidé vraiment, qui a permis à l'ultra grande majorité des entreprises de passer ce cap incroyable de cette pandémie ou de ces vagues de pandémie. Donc le vrai sujet, c'est ce que l'on voit sur le slide d'après, ou que je veux évoquer sur le slide d'après. Le vrai sujet, c'est essentiellement la question du timing et des modalités justement de retrait de ces mesures de soutien qui ont permis, encore une fois, ces baisses massives de défaillance d'entreprise. La question, c'est quand est-ce que ces perfusions seront arrêtées et seront-elles remplacées, oui ou non, par quelque chose? Car c'est bien à ce moment-là, au moment où les perfusions qui sont aujourd'hui encore données aux entreprises en Belgique comme dans le reste de l'Europe, il y aura un risque élevé de liquidité. Quand on se concentre, par exemple, sur les secteurs les plus exposés au Covid, du fait des mesures de distanciation et de restriction de mobilité, on voit bien l'ampleur du risque qui se pose en termes économiques et sociaux quand on regarde le nombre d'entreprises ou le nombre de salariés concernés par ces entreprises qui évoluent dans les secteurs les plus exposés au Covid. En Europe, ces secteurs, c'est une entreprise sur 4. C'est 1/5 du chiffre d'affaires combiné de toutes les entreprises non financières. C'est un emploi sur 4. Pour la Belgique, c'est un peu différent, mais les ordres de grandeur sont quand même assez proches. C'est une entreprise sur 5 qui évolue dans un de ces secteurs les plus exposés au Covid. C'est un emploi sur 5. C'est quand même, si on remet ça, si on prend des chiffres bruts, plus de 125 000 entreprises et plus de 420 000 emplois que l'on peut donc considérer à risque vu les secteurs d'activité. On comprend bien là l'ampleur du dilemme qui se pose pour les différents gouvernements à la fois belges et européens, qui est celui encore une fois, du timing et des modalités de retrait de ces perfusions qui aujourd'hui ont fonctionné. Quand on regarde le slide d'après, où je vous donne un peu plus de détails par secteur, on va dire, en termes de chiffrage, en termes de nombre d'entreprises ou d'emplois concernés par les plus exposés au Covid, on retrouve naturellement les secteurs qu'Anna évoquait en première partie de ce webinaire, avec aussi, et c'est là aussi lié à la structure de la démographie d'entreprises belges, évidemment le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des services de transport, mais pas uniquement des services de transport. Et puis surtout, on trouve toujours tous ces commerces de biens et surtout ceux dits non essentiels qui pèsent lourd en termes de démographie d'entreprise et qui sont au cœur de ces entreprises à risque au moment où les perfusions vont être enlevées. Donc c'est à la fois vrai en termes de nombre d'entreprises et puis le caractère crucial dans ces choix que les politiques ont à faire quant aux modalités de retrait de ces perfusions, c'est évidemment les aspects sociaux. Et là, effectivement, c'est plutôt le commerce de biens non essentiels ou l'hôtellerie-restauration à nouveau qui risque de peser lourd dans la balance, puisqu'au total, ces deux secteurs représentent quasiment 10% de l'emploi national belge. Donc, on voit bien là les enjeux qui se posent d'un point de vue entreprise et démographie d'entreprise. Mais le vrai sujet, ce n'est pas uniquement toutes ces entreprises qui se trouvent dans les secteurs les plus exposés au Covid, si on regarde le slide d'après, parce que évidemment toutes ces entreprises qui sont dans ces secteurs les plus exposés ne vont pas faire défaillance, mais on a aussi en même temps toutes ces entreprises des autres secteurs un peu moins exposés directement au Covid, mais qui sont quand même en souffrance tout simplement parce qu'avant même l'arrivée du Covid, ces entreprises avaient une rentabilité médiocre et trop de dettes. Et du coup, les mesures de soutien qui ont été apportées, en tout cas lors de la première vague de façon massive à l'intégralité des secteurs, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, risquent d'être un piège. Un piège parce que, par exemple, les prêts garantis qui, encore une fois, ont permis de financer des pertes, devront être remboursés et ça sera forcément remboursé par une ponction sur les flux de trésorerie futurs. C'est-à-dire que ces entreprises devront procéder toutes choses égales par ailleurs, à des augmentations de capital ou à des conversions de dettes en capital ou alors réduire leurs investissements, si bien que si elles n'étaient pas au départ des entreprises zombies, certaines risquent bien de se devenir vite et d'autres un peu après plusieurs années par exemple de sous-investissement, elles-mêmes des nouvelles entreprises zombies. Donc à ce titre, c'est déjà intéressant de voir qu'avec Anna, on avait estimé au tout début de la crise que la Belgique présentait déjà un pourcentage important de zombies entreprises avec
un chiffrage que nous avons estimé ou calculé à 8%, donc c'est un petit peu moins que d'autres pays européens, comme l'Allemagne notamment, ou la France, mais 8%, c'était quand même un chiffrage important, surtout que c'était, encore une fois, la situation pré-Covid, à laquelle il faut donc ajouter un certain nombre de ces entreprises qui vont maintenant se trouver en situation de profitabilité et d'endettement ou de surendettement par rapport à la situation d'avant Covid et qui vont venir assombrir ce tableau. À ce titre-là, il faut apporter une attention toute particulière aux 3 ou 4, 5 grands secteurs qui constituaient l'essentiel des zombies companies que l'on pouvait trouver en Belgique avant même ce Covid. Et c'était essentiellement dans les secteurs de la construction, de l'agroalimentaire et au sens large des services où l'on retrouvait la plus grande proportion, on va dire, le plus grand nombre, on va dire, d'entreprises zombies. Dans ce contexte, nous, et c'est le slide suivant que l'on vous propose, c'est quelle est notre perspective? Notre perspective, c'est que cette première vague de soutien apporté aux entreprises a permis de passer le cap. La deuxième vague, c'est que la deuxième vague, on va dire, du virus, avec cette deuxième vague de mesures de restriction et de distanciation sociale, comme elle s'accompagne d'une deuxième vague, ou même dans un certain cas, une troisième vague de mesures de soutien aux entreprises, va mécaniquement se traduire par un niveau artificiellement bas pour un peu plus longtemps que ce que nous attendions du nombre des défaillances d'entreprises. Mais ça veut dire aussi que nous attendons, par cet effet zombie entreprise notamment, et dès la fin d'un certain nombre de mesures cruciales telles que le moratoire sur les procédures collectives, une reprise assez importante des défaillances d'entreprises, notamment en Belgique. Alors à ce jour, notre chiffrage pour l'année 2020, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, il était autour de 7300 défaillances d'entreprises sur l'ensemble de l'année. Nous, à ce jour, et compte tenu des dernières mesures annoncées, on s'attend à 12 300 grosso modo, défaillances d'entreprise sur l'année prochaine 2021, et encore à nouveau à peu près le même lot de défaillances d'entreprise en 2021. Cela veut dire que nous terminerions l'année 2021 avec des défaillances d'entreprise qui seraient entre 20 et 25% plus nombreuses que ce qu'elles étaient avant le début de la pandémie du Covid, donc en 2019. Alors évidemment, ce chiffrage peut changer si on s'écarte du scénario central économique et financier décrit par Anna, et surtout s'il y a à nouveau des changements du côté des mesures de soutien, soit quant à leur timing, soit quant à leur amplitude, justement en fonction de ce que les autorités pourront décider pour continuer ou non à soutenir plus ou moins un certain nombre de secteurs ou sous-secteurs de l'économie belge. Au plan mondial, alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui en plein milieu de notre processus de prévision. C'est le graphique de droite du slide précédent, qui en a bien juste le remontrer. On s'attendait à avoir des faillites culminées à 31% au-dessus de leur niveau de 2019 en 2021, compte tenu de tout ce que je vous ai indiqué sur la Belgique, sur l'extension des mesures de soutien que l'on retrouve dans la plupart des grands autres pays européens. Ce chiffre de 31% ne sera pas atteint selon en 2021, mais un petit peu après, justement en fonction du détail de l'extension de ces mesures de soutien dans tel et tel pays d'Europe, et notamment de l'Allemagne, par exemple. Cela veut dire aussi que ce chiffrage de 30%, nous l'attendons sur 2022, tout simplement. Le slide d'après, c'est un autre point important, puisqu'il y a l'aspect, certes, décalage du nombre total de défaillances d'entreprises, mais comme c'est le cas en Belgique, où 95% des défaillances d'entreprises concernent des entreprises de moins de salariés, cette, on va dire, dispersion ou concentration plutôt des défaillances d'entreprises sur les petites entreprises se retrouve dans la plupart des autres pays. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on n'a pas des choses particulières qui se passent sur des entreprises qui sont, on va dire, macroéconomiquement ou socialement plus importantes. Et il est important de souligner que, malgré encore une fois ce qui se passe au niveau total de défaillances d'entreprises, il y a sur la frange des plus grandes entreprises une augmentation des défaillances d'entreprises qui est en cours, non seulement en Belgique, sur les plus de 100 salariés, mais de façon plus générale en Europe et au plan mondial de ces grandes entreprises. L'exemple même, le plus typique, c'est ce qui se passe aux États-Unis, avec une envolée de plus de 50% des Chapter 11, donc des procédures de restructuration aux États-Unis,
ce sont ces procédures qui sont ouvertes essentiellement aux plus grandes entreprises. On voit bien là derrière l'effet indirect que le Covid-19 a eu comme accélérateur des difficultés des plus grandes entreprises. Et ce n'est pas parce que les États ont mis en place des mesures qui permettent de repousser dans le temps un certain nombre de défaillances que certaines entreprises qui se sont retrouvées en situation encore plus difficile, de façon plus accélérée, n'ont pas décidé, n'ont pas passé le cap de se mettre sous mesures de protection, notamment dans les pays où les procédures de restructuration existent, comme c'est le cas aux États-Unis ou aussi en France notamment. Et vous avez sur ce slide-là 2 illustrations de l'envolée des défaillances de très grandes entreprises qui a été d'ores et déjà observée au niveau mondial depuis le début de l'année avec, si on fait un petit calcul simple, une grande défaillance d'entreprise, ou plutôt une défaillance d'entreprise de plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires toutes les 20 heures depuis le début de l'année. Donc, gardons ça en tête parce qu'il est plus que probable que ces considérations vont perdurer dans le temps, même si, en même temps, des mesures ont été prises pour prolonger dans le temps les mesures de soutien aux entreprises. Dernier slide, en fin de cette présentation, concerne cette divergence ou un petit focus sur la divergence sectorielle de reprise que nous attendons, que nous avons derrière tous les chiffres que Anna et moi vous avons présentés. Il est important de regarder en tête aussi non pas seulement la dichotomie entre grandes et petites entreprises, mais aussi cette divergence entre les secteurs, pas seulement entre l'industrie et les services, mais aussi entre les services destinés aux entreprises et les services destinés aux ménages, en fonction aussi de leur exposition au Covid-19 et des différentes hypothèses, on va dire, de stratégies de sortie de crise et de confinement et déconfinement qu'Anna évoquait. Vous avez et nous attendons un timing de retour au niveau d'avant-crise totalement différent d'un secteur à l'autre, ce qui veut dire autant, on va dire, de différence de probabilité de continuer à avoir de défaillances d'entreprises sur ces différents secteurs qui sont présentés sur ce slide, avec notamment une version, on va dire, une vision plus on va dire dégradée toujours pour les secteurs du commerce de détail non alimentaire et de biens non essentiels, mais aussi pour des secteurs qui tournent autour de l'automobile. Pensez notamment au segment des équipementiers ou tout ce qui concerne la location automobile. Pensez à tous ces secteurs qui dépendent directement du tourisme et pas seulement au niveau de l'hôtellerie et restauration, mais aussi du voyage. Voilà des secteurs pour lesquels le long timing d'un retour au niveau d'activité d'avant-crise ne va pas aider pour une résorption rapide des défaillances d'entreprise et au contraire, ils sont en première ligne en cas de retrait rapide ou trop rapide des mesures de soutien aujourd'hui toujours en vigueur dans tous les grands pays européens que nous avons évoqués avec Anna. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci à vous, merci à Anna et nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions, bien entendu. Merci à tous les deux. C'est vraiment un tour d'horizon très complet. Je vois quelques questions qui sont apparues dans le chat. Je préfère les voir apparaître dans la fenêtre Q&A, mais j'aurais une question de Fabienne qui vous demande ce que vous pensez de l'évolution future des prix du pétrole, qui est un petit peu orienté à la hausse de nouveau. Quelle influence cela pourrait avoir évidemment sur les scénarios économiques? Voilà. Maxime, tu prends la question sur les prix du pétrole? Alors, pour l'instant, on est sur un scénario d'un prix du pétrole dans une frange relativement basse pour un certain temps encore, compte tenu du scénario macroéconomique. Les pressions sur la comment dire, qui pourraient émaner de la demande sont comment dire, trop faibles pour longtemps pour avoir un scénario de reprise à très court terme rapide à la hausse, j'entends, des cours du pétrole. En revanche, c'est effectivement quelque chose qu'il faut suivre de près, pour les aspects, on va dire, profitabilité des entreprises qui sont les plus fortement utilisateurs de cette, on va dire, d'énergie dans leur structure de coût, oui. Mais nous ne sommes pas dans un scénario de reprise au-delà de 50-60 à un horizon 12-18 mois de façon massive. Vous avez parlé du plan de relance. Je vois le plan de relance belge consacré à l'offre, n'est-il pas trop long et donc pas assez réactif? C'est Laurette qui nous demande.
Oui, effectivement, déjà, là où j'étais un petit peu surprise, c'était par la lenteur de la mise en place de ce plan de relance. Rappelons-nous encore une fois que la France ou l'Allemagne ont annoncé déjà un plan de relance au mois de juin. Donc, ça manque, si vous voulez, d'ancrage des attentes et puis de visibilité aussi pour les entreprises. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce plan arrive enfin maintenant, au mois de novembre, fin novembre, alors qu'on est dans un deuxième confinement. C'est jamais trop tard, disons, mais c'est surtout parce que dans le cadre du plan de reprise européen, il fallait qu'il fasse un plan. Là, clairement, là où je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a un plan aussi qui vise l'infrastructure, la transition verte, et surtout un plan qui met l'accent sur l'emploi, surtout l'emploi, la politique active de l'emploi, si vous voulez, pour les personnes qui sont dans des secteurs qui sont les plus touchés par la crise sanitaire. Donc, à voir quels sont les détails, mais dans l'idéal, un plan qui vise ce genre d'emploi, il faut une politique active pour rediriger les gens de ces secteurs-là vers des secteurs productifs, mais pour l'instant, on n'a pas tous les détails. Et surtout sur la sauvabilité des entreprises, donc surtout sauver celles qui sont saines. Est-ce que finalement la politique sera assez bien mise en place pour vraiment cibler que les entreprises saines et pas seulement les zombies ou toutes? Ça reste à voir. Mais pour l'instant, je pense qu'on a la taille, on a l'horizon, on a un petit peu les grandes idées, donc on se rend bien compte que c'est plutôt offre que demande. On ne va pas s'amuser à baisser la TVA et booster la consommation. Bon, probablement parce que comme en France, on voit que les Belges, ils ont de l'excès d'épargne et donc on se dit, mais c'est juste une question de temps pour que cet excès d'épargne soit consommé. Et donc il faut qu'on montre que du côté de l'offre, ça marche bien et donc ça va venir tout seul. C'est un pari. En France, ça peut marcher. En tout cas, ce qu'on a vu sur l'été, le consommateur français était quand même assez optimiste. En Belgique aussi. Mais ça peut ne pas durer. Donc, ça reste à voir, en fait, quels sont les effets de demande automatiques et surtout les stabilisateurs automatiques. Mais clairement, pour l'instant, les détails manquent. Donc pour je peux pas dire plus, mais clairement, si on regarde un petit peu la composition, c'est un plan un peu similaire à la France aussi. Donc, il va falloir voir exactement ce qu'ils font en 2021 du côté de tout ce qui est mesures étatiques de soutien, parce que comme on l'a dit avec vous aussi, mais il y a des entreprises qui vont toujours avoir besoin du soutien, pas que des mesures de relance. Il va falloir voir ce qu'ils mettent en place et surtout, est-ce qu'ils vont devoir faire des mesures de demande. À titre d'exemple, en France, on parle maintenant de chèques cadeaux subventionnés beaucoup plus pour être sûr qu'en fait, il y a une demande qui est assez forte pendant les fêtes de fin d'année. Donc finalement, oui, on a compté sur cet excès d'épargne. Il a été beaucoup consommé au troisième trimestre. Il en reste, évidemment, et là, il y a eu le deuxième confinement, donc on a accumulé encore une épargne plus élevée. Mais clairement, si le gouvernement fait ça, c'est qu'ils sont moins confiants qu'avant que la demande va se débloquer naturellement, surtout en cette fin d'année. Donc, ça va être un petit peu la question en Belgique aussi. Dans la foulée, pour parler toujours du plan de relance, je vous ai pas entendu mentionner le plan de relance européen dans vos scénarios. C'était l'objet du précédent webinaire et il a été donné le même jour où les Hongrois et les Polonais ont vraiment postposé le processus. Mais attendez-vous à un impact positif? Bon, on ne l'a pas mentionné parce que quelque part, il est mentionné automatiquement dans les plans nationaux, si vous voulez. Donc, évidemment, tous les gouvernements ont mis en place des budgets 2021 qui prennent en compte l'enveloppe qui viendra de ce fonds de reprise. Maintenant, effectivement, ce qui se passe et le blocage entre la Pologne, la Hongrie d'un côté et le reste de l'Europe est inquiétant. Mais on ne pense pas que ce blocage va remettre en question le fonds. Ils sont beaucoup trop, et surtout l'Allemagne, elle est beaucoup trop dépendante aussi pour de sa présidence de ces fonds de reprise, qu'on est presque sûr que finalement, s'ils n'arrivent pas à les convaincre, entre guillemets, puisque ce sont les deux plus gros bénéficiaires de ces fonds en net, ils vont changer les règles d'une façon à ce qu'on n'ait pas besoin de l'unanimité. Mais ça veut dire qu'on n'aura probablement pas un déblocage de ces fonds en première moitié de 2021,
mais ça veut dire que c'est juste un artifice comptable et pas vraiment une remise en question de ces fonds. D'accord. Eh bien, il est 14 heures. Grand merci pour votre intervention et la préparation de cet exposé. Je rappelle qu'il était vraiment très complet. Vous pouvez toujours obtenir les slides via ce code. Vous pouvez demander votre attestation maintenant dans la zone QR et encore pendant 15 minutes. De nouveau, également, la façon d'obtenir les slides. Et notre prochain rendez-vous sera le 11 décembre, dernier rendez-vous de l'année, où nous irons avec la Chief économiste de Vescus, Véronique Gossens, faire un tour d'horizon des perspectives économiques 2021 et elle mettra l'accent spécifique sur le marché immobilier. Voilà. Merci à tous. Un excellent après-midi et au revoir. Merci, au revoir.